Donc je suis encore à Tourentech. Bienvenue, bonjour à tous. Je suis encore à Tourentech et c'est un épisode encore où je cherche à trouver des réponses autour de c'est quoi un bon projet de carrière pour un développeur. Et aujourd'hui, je suis donc sur cet épisode, je suis avec Anaël et Christophe de Appseed. Appseed Top, on dit ? Appseed Top, exactement. Ok, donc toi tu es Anaël. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors moi je suis chargée de recrutement chez Appseed Top, donc, en l'occurrence pour nos agences de Tours, Orléans, Le Mans et Niort. Et ça fait maintenant quasiment 3 ans que je suis sur ce poste. Et Christophe, tu as un gilet vert, donc tu es un organisateur de Tourentech. Tout à fait. Et quel est ton parcours, quel est ton rôle chez Appseed ? Alors chez Appseed, j'y suis depuis 16 ans. Et j'ai commencé comme petit développeur en bas et maintenant je suis tech lead au niveau national, donc je travaille avec toutes les agences du groupe. Ok. Et du coup, tu t'impliques dans l'organisation de Tourentech depuis longtemps ? Depuis le démarrage, il y a 4 ans. Et avant, je m'occupais du Jug à Tours. Et donc, j'ai passé la main du Jug à un des gars et j'ai rejoint Tourentech. D'accord. C'est quoi pourquoi tu t'impliques dans Tourentech ? C'est quoi la volonté ? Quelle est l'intention ? Faire plaisir aux gens, parce que moi, je vais dans les conférences depuis 2007. Et donc, j'y prenais beaucoup de plaisir et j'avais envie d'offrir la possibilité aux gens locaux de découvrir les conférences sans être obligé d'aller jusqu'à Paris. Ok. En vrai, je pense que tu l'as dit très simplement. Je sais pas pourquoi beaucoup de gens le disent pas aussi simplement, mais simplement ramener. Faire venir dans ma ville pour rendre accessible aux gens de ma ville du contenu qui est d'habitude à Paris ou ailleurs en région. Moi, ça me va bien. C'est une bonne raison. Ok, c'est cool. Pourquoi c'est important pour un développeur d'avoir un projet de carrière ? Alors, pourquoi c'est important d'avoir un projet de carrière ? Pour moi, simplement, c'est qu'est-ce que je vais faire demain, mon projet de carrière ? Et du coup, c'est ma motivation d'aller au travail le matin. Ouais. Voilà. Donner des perspectives. Donner des perspectives. Comment on construit, comment un développeur il sait qu'il a un bon projet de carrière ? Comment tu le sens ? C'est quoi les indicateurs ? Pour moi, il n'y a pas de projet de carrière ultime. C'est chacun son envie. Il y a des gens qui veulent faire que de la tech, qui veulent se spécialiser sur une techno. Il y a des gens qui veulent voir tout plein de techno. Il y a des gens qui veulent pas forcément continuer avec la techno, mais passer plutôt du côté fonctionnel ou même du côté management. Donc, il n'y a pas vraiment de bons projets ultimes de carrière. Il y a autant de projets de carrière qu'il y a de développeurs. Tu as fait quoi comme formation, Christophe, avant d'arriver dans le métier ? Alors avant d'arriver dans le métier... Sans dire quel âge tu as. Alors avant d'arriver dans le métier, moi j'ai fait un doctorat de neurobiologie et ensuite j'ai fait un DESS d'informatique en mention complémentaire et puis je suis arrivé dans le métier. Tu es donc un reconverti ? Oui. Ok, et alors du coup, après le DESS, c'était quoi ton projet de carrière en tant que jeune diplômé ? En tant que jeune diplômé, je voulais coder, simplement. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et à l'heure actuelle, j'ai compris que ce que j'aimais, c'était la diversité. Et donc, du coup, moi, je m'éclate à changer de techno très souvent. D'ailleurs, j'ai donné quelques conférences avant et vous verrez que les technos sont régulièrement changés dans mes conférences, sans rapport. Et c'est pareil du point de vue métier, du fonctionnel. J'aime bien changer de type de client pour avoir des métiers complètement différents. Ça me va. Chez Appseed, quelles sont les pratiques RH, Anaël ? Est-ce que vous avez des entretiens annuels ? Est-ce que ça commence déjà au recrutement, peut-être, le projet, l'accompagnement des collaborateurs ? L'idée, c'est que ça commence dès le recrutement, où en fait, avec les premiers échanges, qu'on puisse nous se projeter avec la personne et savoir derrière quel type de mission, quel type de projet on va pouvoir lui proposer et savoir aussi les attentes du dev potentiellement en face et que lui arrive aussi à s'imaginer un petit peu plus loin chez Appseed, quoi. Ton rôle au sein de l'agence, il dépasse le recrutement, non ? Il dépasse le recrutement. C'est vrai que ça va être aussi beaucoup les commerciaux, les managers, les chefs de projet qui vont suivre la carrière. Maintenant, ça, c'est assez récent que nous, on puisse aussi s'impliquer sur ces points-là avec les collaborateurs. Donc, tout ce qui va être l'entretien professionnel à faire tous les 2 ans ou le bilan à 6 ans, où maintenant, l'idée, c'est que nous, côté RH, on puisse aussi avoir une petite place là-dedans pour être neutre aussi par rapport à la carrière de la personne et puis suivre vraiment tout ce qui va être formation, les actions concrètes, l'accompagnement que nous, on peut mettre en place pour la carrière au sens large, pas juste du suivi de mission, vraiment une perspective de carrière, quoi.
Parce que ça, c'est un sujet, les développeurs vont exiger de la formation des entreprises, parfois, ou des fois, il y a des collaborateurs, on est obligé de les forcer, aller en formation aussi, mais souvent, du coup, ils vont pas forcément faire des formations qui sont liées au projet de carrière qu'ils ont. Comment on fait pour... comment la formation sert le projet de carrière, en fait? Pour moi, ça fait tout, la formation. Après, il y a quand même plein de moyens de se former. Il y a ce que nous, on peut proposer côté employeur et il y a ce que les personnes peuvent faire aussi de leur côté. Et on n'a pas forcément la vue là-dessus. Après, chez Appseed, c'est quand même très, très large parce qu'on avait un gros projet de plateforme de formation en ligne qui, pour le coup, englobe plein de sujets. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Donc, tout le monde peut s'investir sur telle ou telle chose, en fait. Donc, c'est très, très large. Après, c'est à la demande, ça peut être nous, de notre côté, solliciter les personnes parce qu'on sait un petit peu comment ils imaginent la suite de leur carrière, mais ça bouge tous les jours, quoi. C'est quoi les grandes thématiques qu'il y a sur cette plateforme de formation? Il y en a plein. Alors, moi, je peux en parler. Il y a des thématiques techniques pures. Ouais. Alors, on va trouver du Angular, du React, du Java, enfin, un peu toutes les technos mainstream. Mais on va aussi trouver des sujets plus spécifiques de type les tests, mais les tests de façon générale, les tests plutôt de haut niveau. Et puis, on va aussi trouver des trucs de management, mais on a aussi des supports de formation pour le bien-être de la personne, le management, la gestion d'un entretien, d'une conférence. Enfin, il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont abordés. Voilà, la gestion d'un entretien, c'est plus un process RH ou un process interne. Qu'est-ce que tu allais dire, Annelle? Non, mais ce qui est chouette, c'est que c'est des formations qui sont faites par des personnes d'Appseed, en fait, en direct. Donc, potentiellement, ça peut être une perspective de carrière d'avoir une casquette de formateur en parallèle d'autres sujets, quoi. Mais c'est fait par des Appseediens et des Appseediennes pour le plus gros des contenus, quoi. Et du coup, il y a des soft skills dans les contenus? Est-ce que c'est quoi la place des soft skills dans la formation, en fait? Alors, les soft skills, il y en a aussi un petit peu, mais ils ne sont pas faits directement par les Appseediens. Si? Non, il n'y a pas fait par les Appseediens. Je triche, il y a quelqu'un qui m'a soufflé. Donc, ces soft skills, ils viennent via des plateformes tierces qui sont agrégées au sein de notre plateforme. D'accord. Ma question, c'est plus de savoir quels sont les soft skills pertinents pour un développeur. Est-ce que tu as, par exemple, qu'il y a des soft skills où vous recommandez régulièrement d'entretien annuel aux collaborateurs ou peut-être si le collaborateur te dit moi j'ai envie d'aller sur tel projet de carrière, il y en a des choses qui sont évidentes? Ouais, pour moi, la principale, c'est l'écoute. Ouais. Faut être à l'écoute de tout, de tout ce qui se passe au sein du projet et puis de ce qui se passe autour du côté technique, parce que pour moi, c'est indispensable pour ne pas rater des choses. Après, est-ce qu'il y a d'autres soft skills? Faut être curieux aussi, je pense, pour se permettre d'évoluer, de se construire aussi sa carrière. Après, c'est très subjectif, ces compétences-là, donc c'est dur à évaluer. Honnêtement, c'est très dur à évaluer. Ah, c'est dur à évaluer. Ok, ça me va. Du coup, est-ce qu'il y a des parcours de carrière chez Appseed? Il y a des parcours de carrière, en tout cas il y a un gros travail qui est fait là-dessus, notamment via la plateforme de formation, mais justement pour permettre aux personnes de se projeter dès les premiers entretiens en fait, de recrutement. Après, ce qui est aussi agréable, c'est qu'il n'y a pas de parcours tout tracé en fait, c'est vraiment au cas par cas en fonction des personnes. Il n'y a pas de ligne de conduite en tout cas à avoir chez Appseed où on attend, 3 ans d'ancienneté pour passer développeur confirmé. Ça, c'est pas du tout l'état d'esprit de l'entreprise. Ok. Et je peux confirmer d'ailleurs, il n'y a pas de carrière toute tracée parce que je suis allé tester le fonctionnel et le management et je suis retourné du côté du code. Donc ouais. Après, parcours de carrière, ça veut pas dire qu'on est enfermé sur un chemin non plus. Non. Ok, parce qu'il peut y avoir des passerelles en permanence. Du coup, vous vous positionnez plus comme une USN ou comme une société de conseil? Quelle est la différence en vrai? Est-ce que vous arrivez à l'exprimer? Est-ce qu'on peut la vulgariser pour les auditeurs? Pour moi, la société de conseil, ça va être des gens qui vont être payés très cher pour venir donner les grandes directives, les grandes décisions. Et derrière, il y a une ESN qui va arriver avec les petites mains pour réaliser le projet.
C'est pas un peu réducteur pour ton métier? Si. si. Mais s'il n'y a pas les petites mains pour rédiger le projet, la société de conseil, elle sert à rien avant. Ok. Anaëlle, ça te va? Ça me va, je vois ce que Christophe veut dire. Je pense que dans l'idée, il y a de ça, sans que ça soit réducteur pour leur métier, parce que c'est pas du tout comme ça que je le vois non plus, mais... Je fais bien de le voir verbaliser, c'est bien. Ok, attends, je réfléchis. Et tu as parlé de recrutement, du coup, tu as parlé de recrutement de mission. Vous recrutez beaucoup sur mission ou vous recrutez beaucoup sur profil aussi? Alors nous, en tout cas sur nos agences, parce que c'est pas forcément le cas de toutes les agences Apsid, c'est beaucoup sur profil. Donc où là, potentiellement, on sait aussi que nous, on est en mesure, en tout cas, d'accompagner les personnes plus loin que sur une mission, en tout cas leur permettre d'avoir un peu de visibilité pour la suite. Mais sur profil, ça va être très très rare, ou sur des métiers très particuliers, qui n'est pas notre cœur de métier, en fait, tout simplement. D'accord. Je suis pas sûr de la réponse. Sur profil, ça va être rare, t'as dit? Sur profil, c'est ce qu'on fait tout le temps, quasiment. D'accord. Et voilà, sur mission, c'est plus au cas par cas. Ok. Non, je pense que t'as échangé les mots sur un moment. Ouais. J'ai eu un doute. Je confirme. Je réfléchis. Parce qu'en fait, le recrutement sur mission pour les candidats, ça peut être un peu compliqué parfois. Ils se rendent pas compte. Ils ont un bon entretien, puis après, ils ont plus de réponses parce que le recruteur, il veut pas dire non. Il attend d'avoir une bonne mission. Ça, est-ce que tu saurais expliquer un peu comment ça marche, le process de recrutement du côté de l'agence, pour que les candidats comprennent un peu les temporalités en fait, dans les entretiens, dans les temps de réponse? En fonction de si c'est sur mission et sur profil? D'une manière générale, c'est quoi ta routine, ton organisation, tu vois? Sans généraliser à l'ensemble des ESN, tu vois. Ouais, bien sûr. Nous, côté Apsid, déjà, il y a plusieurs échanges. Donc, un échange avec moi, entre autres, sur la partie RH. Là, dans l'idée déjà de pouvoir cerner ce que les personnes elles ont envie de faire et comment elles imaginent un petit peu la suite, même si une carrière, ça bouge et ça évolue. Il y a toujours un échange technique aussi qui est hyper intéressant. Donc, je dis un échange parce que nous, c'est pas des tests, c'est pas des QCM, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. C'est vraiment un échange avec un tech lead, entre autres. Pareil, pour cerner ce sur quoi la personne a travaillé, comment nous, on peut l'accompagner derrière, quel type de projet on peut lui proposer pour que ça matche bien. Donc, il y a toujours aussi cette passe-là qui est faite. Et puis après, la partie commerciale, où là, l'idée, c'est de présenter du concret. Donc, un projet, une mission... Donc ça se fait en 3 temps en général. Après ça dépend, il y a des fois c'est d'une pierre deux coups. On essaie aussi de faire en sorte que ça soit pas des process à rallonge parce qu'on sait que c'est pas confortable. Donc il y a pas de timing précis, mais voilà, on adapte aussi si la personne a envie de prendre une décision assez rapidement, s'il a envie de démarrer assez rapidement aussi, ou si elle se laisse le temps au contraire parce qu'elle attend un peu de sonder le marché. Donc est-ce qu'il y a des saisonnalités? Déjà, l'agence, vous êtes combien aujourd'hui sur Tours? Surtout, on est une bonne centaine. Et est-ce que, du coup, il y a des saisonnalités? Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où il y a plus de postes? Ou est-ce que vous avez des périodes de rush en recrutement? On a des périodes de rush. Après, à Noël, typiquement, on recrute pas beaucoup, quoi. Les gens sont pas hyper dans cette dynamique-là. Mais après, ça tourne. Donc, c'est par phase, en fait. Mais en plus, c'est plus en fonction des personnes qu'en fonction d'Apsid, parce qu'on aura toujours des besoins, on aura toujours des missions, et on l'anticipe aussi, parce qu'en général, c'est des personnes qui seront disponibles à 3 mois, qui sont déjà en poste et pas forcément en recherche aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des moments, en fait, parce que j'imagine que les conversations que tu peux avoir sur des événements comme aujourd'hui, c'est aussi des conversations qui vont peut-être servir au recrutement après. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en entretien que tu as pu rencontrer avant, en fait, dans un contexte? Ouais, ça peut être dans des forums comme aujourd'hui. Après, ça peut être quelqu'un avec qui on a échangé, puis finalement, on reprend contact 2 ans après. Et ouais, c'est une question de timing, mais ouais, il y a plein de contextes différents. On peut rencontrer les personnes. Après, ça dépend vraiment de leurs attentes, quoi. Et en général, pour moi, c'est peu de personnes qui sont à l'écoute et disponibles dès maintenant. C'est plus en anticipation peut-être, ou histoire de rencontrer des entreprises, voir un petit peu comment ça fonctionne en interne. Ouais, parce qu'au final, les gens, tu peux les approcher aujourd'hui, mais ils vont changer de poste peut-être dans 5 ans. Donc c'est... Ah bah oui, c'est clairement ça. Est-ce qu'il y a un secret pour garder le contact entre les deux? Des petits messages de temps en temps, pas tous les 4 matins, mais après, c'est du feeling aussi. Mais ouais. Si le premier feeling est bien passé, je pense que ça se fait aussi naturellement de prendre des nouvelles, de tenir informé, je sais pas, des nouveaux projets qu'il peut y avoir chez Apsid et qui peuvent intéresser. Donc, quelles sont les décisions de carrière qui sont importantes pour un développeur? Déjà, est-ce que c'est les mêmes qu'il y a 10 ans?
J'ai l'impression parfois aussi que quand on se pose des questions sur la décision de carrière, un développeur, il résume un peu sa carrière à choisir les bonnes technos. Et j'aimerais bien savoir un petit peu c'est quoi vos intuitions sur tout le reste, ou sur est-ce que les technos c'est si important, quoi. Les technos, c'est pas si important pour moi, parce que on peut se faire énormément plaisir avec une techno, mais le reste du contexte de travail est important aussi. Les relations humaines au sein de l'équipe, les relations avec le management. Donc, dans une carrière, il y a déjà le fait de rester éventuellement dans une boîte ou pas. Pour rester, est-ce que je supporte mon manager? Est-ce que je me vois encore l'année prochaine avec lui? Et du coup, est-ce que je reste? Ça, c'est une décision qui peut être importante parce que ça peut, le fait de changer de boîte d'un coup, ça peut nous faire regretter ce qu'on avait, mais ça peut aussi nous ouvrir. Donc, là, il n'y a pas de secret. Si on ne le sent pas, il faut y aller. Enfin, si on ne sent pas encore l'année prochaine dans la même boîte, il faut y aller, il faut changer. En plus, on n'a pas de problème d'embauche, nous, en ce moment, dans l'informatique. Donc, c'est plutôt facile de changer de boîte. Après, ouais, la techno, le management, l'équipe. Et puis, je vois pas trop. Anaëlle, est-ce que tu veux compléter, enrichir ou contredire? Je suis d'accord sur les deux points. Après, les possibilités de formation, oui, qui font partie aussi du truc, mais... D'accord. Oui. Ah oui, alors, avec les possibilités de formation, c'est aussi tous les petits à côté. Moi, j'ai l'avantage chez Abside d'avoir la possibilité d'aller donner des conférences. Voilà. Ouais. Et je suis accompagné, on me donne des jours, on me budgétise mon train, mes voyages. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes pour le développeur. Si vous aimez donner des conférences, c'est pas toutes les boîtes qui vont le faire pour vous, de vous sponsoriser pour aller donner des conférences. Donc, il faut trouver les bonnes, là aussi. Ok. J'ai une question qui m'est venue en route et je l'ai perdue. Comment on fait pour en fait, quelles sont les questions qu'un collaborateur devrait se poser pour réfléchir à son projet de carrière? Moi, je dirais dans quel environnement de travail j'ai envie d'évoluer déjà, même si c'est peut-être que passager et qu'il y aura plusieurs entreprises dans une vie, dans quelle ambiance, dans quel environnement, quel contexte, ce qui va bien avec les valeurs aussi de l'entreprise. Il faut que ça marche dans les deux sens. Tu veux compléter, Christophe? Ouais. Pour moi, si je regarde le métier, les technos changeant très vite, faut pas se dire est-ce que je me vois encore en train de faire ce truc dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut avoir une vision plus courte de ce que tu espères. Et du coup, ouais, est-ce que je me vois dans la même société dans l'année prochaine? Est-ce que je me vois encore jouer avec les mêmes technos dans 2 ans? Et déjà, ça fait déjà beaucoup sur... Est-ce que vous avez un centre de service ici à Tours? Il y a combien de personnes sur le centre de service? C'est quoi la part entre la régie en assistance technique et la part en centre de service? Sur l'agence de Tours, sans avoir les chiffres exacts en tête, je pense que c'est 50-50. Ouais. Et un collaborateur, il peut passer du temps en AT et revenir sur le centre de service? Ouais. Parce que tu dis le manager c'est important. Est-ce que je me vois dans cette boîte-là? Quand tu es en mission chez le client, ton manager, c'est pas forcément quelqu'un qui partage ta culture de boîte, tu vois. Donc, ça va être le commercial en fait qui va avoir un petit peu ce rôle-là de suivi. Après c'est particulier parce que oui, il est pas forcément là tous les jours, mais c'est aussi son travail d'être présent, de prendre des nouvelles et de s'assurer que ça se passe bien et que voilà la partie management, ça restera quand même Abside et pas uniquement le chef de projet qu'il peut y avoir sur site client. Ouais. T'en penses quoi, Christophe? Je suis plutôt d'accord. On a des commerciaux qui font office de manager aussi. On les voit en général au moins tous les 15 jours chez les clients. Ouais. Et puis, même s'il y a besoin, on peut leur écrire et se manifester. Après, effectivement, le manager de tous les jours, c'est le client. Et là, il peut y avoir des soucis d'entente avec ce client, mais c'est toujours pareil. On peut retourner voir notre commercial et puis demander à changer de mission. Après, c'est aussi une compétence professionnelle. C'est aussi un soft skill d'arriver à créer la relation avec ton manager. Et je trouve que, dans mes expériences, même, tu vois, j'ai été freelance où je faisais des missions et des petits clients, tu vois.
En fait, c'est une compétence de créer rapidement la relation avec le client ou avec le manager pour que ça se passe bien, tu vois. Du coup, on peut pas simplement arriver et dire ça se passe pas bien, je vais appeler mon commercial, il faut que je change de mission. Oui. Je sais pas si c'est quelque chose que est-ce que tu peux trouver au sein d'Apsid des gens qui t'aident à trouver des solutions pour résoudre tes problèmes, pour améliorer tes compétences pour créer des relations, quoi. Il y a pas mal de choses qu'on essaie de faire là-dessus. Déjà, c'est toute la relation de confiance en fait qu'on fait depuis le tout début du process de recrutement pour que justement qu'il n'y ait pas de gêne pour dire à son commercial ok, ça se passe pas très bien sur ma mission, j'ai envie de voir autre chose. Enfin, on essaie vraiment de créer ça déjà dès le départ. Nous, côté RH, il y a un accompagnement aussi qui est fait pour notamment les présentations en clientèle, pour mettre à l'aise, pour rassurer, refaire un entretien à blanc, en off et sans avoir le client en face, mais pour un peu désacraliser aussi ce moment-là, parce que je pense que c'est pas forcément simple. C'est un autre contexte d'entretien et ça met toujours le stress, on va pas se mentir, c'est pas toujours agréable de passer des entretiens. Donc il y a pas mal de choses comme ça sur lesquelles on essaie de travailler. Pareil pour les périodes d'intercontrat qui peuvent être assez mal vécues en fonctionnement ESN, c'est pas que Apsid, mais pour que l'idée c'est qu'on puisse proposer d'autres projets aux personnes, qu'elles soient pas en stand-by pendant une durée indéterminée sans arriver à se projeter. Il y a plein de sujets en cours là-dessus. Il y a un utilisateur sur notre Discord qui expliquait qu'il est en intercontrat en ce moment. Et en fait, il y a des trucs qu'il n'a pas bien fini sur le projet qu'il a livré. Et il voudrait prendre le temps de le finir. Sauf que le commercial dit non, le client va pas payer, donc tu vas pas rajouter des tests. Et lui, il a rien d'autre à faire, donc il a envie de travailler sur le projet. C'est frustrant pour un junior qui connaît pas forcément les codes du métier de se dire attends, j'ai un projet, j'arrête le projet, je suis en intercontrat, on me dit que j'ai du temps pour me former, mais en fait j'ai l'impression que je peux améliorer la qualité de ce que j'ai fait avant. Comment vous l'expliquez en fait aux jeunes gens qui arrivent chez vous? C'est compliqué parce que quand on se met à leur place, je me dis que ça doit être quand même hyper désagréable d'être dans une situation comme ça. Après, ça peut durer 2 jours comme ça peut durer 2 mois, et notamment pendant les périodes de confinement, ça a été peut-être un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est que nous, côté RH, côté commerciaux, que tout le monde mette un petit peu aussi son grain de sel, parce que la personne peut proposer un sujet interne aussi à Apsid, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose qui sera en rapport avec les clients, mais nous accompagner sur retravailler les processus d'intégration, les périodes d'intercontrat aussi. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ce soit parlant, pour que ce soit utile à tout le monde. La formation et les parcours de formation, c'est aussi un travail à faire, quoi. Donc pouvoir anticiper, je sais pas, la mission d'après ou la suite un petit peu de. Et pour revenir sur la frustration du développeur de ne pas avoir fini son travail, de vouloir le finir mais qu'on ne laisse pas faire parce que le client n'a pas payé, il n'y a pas beaucoup de façons de le faire. Parce qu'il y a le problème de la relation commerciale au-dessus. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fini un projet en off, mais le client ne l'a pas eu. Je l'ai eu chez moi, fini. Et le client ne l'a pas eu dans les mains. Parce que, à l'inverse, dans l'immédiat, tu as cette frustration-là, mais si tu fais du code que le client n'a pas payé, tu auras la frustration parce que le client n'a rien à faire, en fait. Parce que même là, le client ne l'a pas eu, mais peut-être parce que vous ne lui avez pas donné, mais peut-être que si vous lui aviez donné, il ne l'aurait pas mis en prod parce qu'en fait, il ne l'avait pas demandé, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que c'est. Tu vois, ok, c'est une frustration là maintenant, mais il y a une autre frustration qui est derrière, c'est que ton travail, il n'est pas considéré, quoi. Si tu le fais gratuitement, il ne sera pas considéré. Vous recrutez beaucoup de juniors chez Apsid? C'est quoi la proportion? On en recrute beaucoup. Beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants, beaucoup de personnes aussi qui ont fait des reconversions. Donc voilà, des parcours qui sont un petit peu différents, mais je pense que ça fait aussi partie des valeurs d'Apsid d'être inclusif et d'ouvrir la porte. Mais on a aussi quelques profils plus âgés et techniques, enfin compétents. En termes de proportion, je ne sais pas trop les chiffres parce que je ne vois pas tout le monde qui passe dans l'agence, mais je sais pas, personne sur 5 ou 6 au moins a au moins 3 ans d'expérience, non? Oui, je pense. Après, c'est pas facile de recruter des confirmés déjà. Ça dépend où tu arrêtes le junior aussi. Oui. En plus, mais. Et on arrête tout le junior alors? À quel moment on est plus junior? Moi, je me considère encore junior parce que je change de techno sans arrêt, donc je suis sans arrêt junior. Mais je sais pas. Moi, je sais pas définir un junior par rapport à un senior là-dessus. Ouais, en vrai, il n'y a pas de bonne réponse. Mais ok,
Je réfléchis parce que est-ce qu'il y a des... Tu vois, j'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils sont pas équipés pour accueillir des juniors ou qu'ils sont pas capables et en fait ils l'ont pas forcément bien fait ou ils savent pas forcément le faire. C'est quoi les bonnes pratiques pour accueillir des juniors dans son entreprise? Pourquoi vous y arrivez en fait? Bah nous, on a la chance d'avoir les centres de services déjà, donc ça veut dire qu'on peut les intégrer sur nos plateaux d'activité, encadrés par que des personnes d'Apsid, et on les a au quotidien. On peut pas, pour le coup, l'idée c'est pas de les envoyer en clientèle directement et qu'ils se retrouvent complètement lâchés dans la nature entre guillemets. Donc le centre de service, c'est quand même une chance qu'on a pour faire des sortes de projets bac à sable, un petit peu comme vous l'appeliez avant. Il y a aussi un truc, c'est que du coup, quand on les intègre dans les centres de service, on a des seniors autour pour les accompagner. Alors, ça nous arrive de binomer, de faire des revues de code ou des activités comme ça qui vont apprendre aussi correctement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas largués sur un projet et puis débrouille-toi avec le code, va trouver 3 bouts de ligne sur GitHub et puis faire un copier-coller. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Clairement, dans un projet, il faut toujours avoir au moins un senior dans une équipe avec éventuellement 2 ou 3 juniors, mais pas plus, pour avoir quelqu'un qui ait l'œil sur leur code, qui soit capable de leur expliquer, de les aider à grandir et surtout d'aller dans un même sens du point de vue du code. Ça me paraît cohérent. Est-ce que les seniors qu'il y a dans ce centre de service, c'est des gens qui étaient juniors avant chez Apsid? C'est OK de répondre non, hein, Alors, pas tous. Il y en a, mais pas tous. Ouais. Et du coup, ceux qui ne l'étaient pas, ils ont fait quoi avant? C'est vraiment la question que je me pose, parce que j'ai l'impression que dans les parcours en ESN, il y a un parcours junior de 0-3 ans et il y a un parcours 8-10 ans. Et j'ai l'impression que les gens, ils font quelque chose entre les deux. Tu vois, que souvent, on commence, on fait 0-3 ans en ESN ou dans une société, puis après, on revient à 8-10 ans pour faire architecte senior en ESN. Que feront les gens entre les deux, d'après vous? Ils se mettent un DEP. Ils se mettent un DEP. Non, mais c'est OK. Je pense qu'il y en a, c'est ça. Il y en a qui vont chez le client aussi. Oui, ça, voilà. En interne directement. Ouais, c'est ça. Un DEP interne chez les clients et puis... Et alors, du coup, c'est ce moment où tu reviens du coup dans le monde de l'ESN à 8-10 ans d'expérience, ouais, c'est le client qui te plaît plus ou tu as envie de retrouver la diversité dans ton job, tu penses? Alors, chez ceux qui l'ont fait chez nous, oui, c'était ça. Parce que ouais, quand tu es chez le client, on se rend pas compte, hein, mais quand tu es en direct chez le client, tu n'as plus forcément le temps de travailler sur la pyramide de compétences parce que tu as tout le temps la prod à gérer, quoi. Et le fait de retourner en ESN après, ça permet de reprendre du temps sur la formation. Puis souvent, la majorité des clients, en fait, les équipes sont trop petites pour qu'il y ait une pyramide de compétences. C'est ça que c'est intéressant. Ces intuitions-là, vous les confirmez, ça vous parle? Tu as déjà eu cette conversation-là avec un cas en entretien? Bah, honnêtement, c'est assez rare que quelqu'un revienne en ESN, je trouve, après 8-10 ans, pour le coup. Ou alors, il était vraiment un DEP et il voulait revenir au CDI. Mais oui, il y a ces périodes-là, ouais, de se retrouver finalement en interne chez le client et puis pas se retrouver ou avoir fait le tour, en fait, avoir la sensation vraiment d'avoir fait le tour du projet et de plus s'éclater comme c'était le cas peut-être au début de la carrière, quoi. Et peut-être qu'ils arrivent à retrouver en ESN parce qu'il y a plus de polyvalence et potentiellement plus de sujets, plus d'opportunités. Moi, ce que je vois surtout, c'est du point de vue des architectes et tout, ils viennent rechercher de la variété. C'est-à-dire qu'ils étaient chez le client avec sa stack technique et puis son contexte. Et puis, il y avait quelques projets qui avançaient, mais sans beaucoup forcément de nouveautés. Et quand ils viennent chercher des projets avec des changements de projets réguliers. C'est-à-dire ils vont être sur les projets 3 mois, 6 mois, et ils vont changer de techno, changer de contexte métier, etc. Ils cherchent de la nouveauté, quoi. Ils cherchent de la nouveauté. Ça aussi, c'est intéressant dans les changements de carrière. Je vois des gens qui me disent, moi, ça fait 5 ans que je travaille dans la santé ou ça fait 5 ans que je travaille dans le retail. Et ils veulent rester dans la même industrie. Et derrière, il y a un peu la notion de si je change d'industrie, je vais perdre un peu en valeur marché parce que la connaissance métier que j'ai, elle me donne une forte valeur dans l'entreprise, quoi. Est-ce que, du coup, c'est une prise de risque, en fait, de changer de métier? Mais toi, j'ai l'impression que tu l'as jamais... Enfin, soit tu l'as fait tous les ans dans ta vie ou c'est quelque chose où... Ouais, peut-être tu as fait l'effort de t'émanciper de ce risque-là, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Moi, je me suis émancipé du risque parce que j'ai commencé avec Apsid avec des mutuelles, puisque c'est les clients de Tours. Et
Après, oui, effectivement, je me suis complètement émancipé du truc et maintenant, je touche à tous les types de sujets, simplement parce que j'aimais ça. Et je me suis aperçu que finalement, il n'y a pas tant de variété que ça. Quand on est vraiment... Alors, il faut être vraiment sur le point technique. Et quand on est vraiment sur le point technique, on retombe toujours sur les mêmes patterns, les mêmes choses. Et la compétence métier n'est pas forcément très importante dans ces cas-là. Et alors, du coup, qu'est-ce qui te motive à changer de métier? Est-ce que... Peut-être des fois, tu as le choix entre deux industries ou deux métiers. Qu'est-ce qui te motive à aller vers l'un plutôt que vers l'autre, par exemple? Celui que je connais pas. D'accord, la nouveauté. Voilà, c'est ça, c'est la nouveauté, c'est découvrir un nouveau concept, un nouveau truc. Enfin, j'ai fait des projets avec des parcours de camions poubelles optimisés, des balises pour les mers, les balises qui servent à orienter les bateaux. J'ai eu un doute. Hein. Franchement, quand tu as dit mer, j'hésitais entre la mer ou le maire. Tu vois. Non, la mer. Et puis, des projets comme... une société qui faisait des escaliers en béton moulés avec un agenda de livraison sur les chantiers. Enfin, voilà, c'est toute cette variété sans arrêt qui change, pour moi, que je trouve intéressante parce que à chaque fois, ils amènent des choses que je n'avais pas remarquées dans ma vie et qui paraissent un peu magiques sur le moment quand on se dit « Ah ouais, ils font quand même tout ça pour ce truc-là. » quoi. C'est cool. Annelle, est-ce que ça t'a inspiré quelque chose? Je suis plutôt raccord avec Christophe par rapport à tout ça. La nouveauté, en vrai, c'est cool. Hein. Bah oui, c'est cool. Bah, c'est hyper important même, je pense. Parce que, est-ce que c'est pas un avantage aussi d'aller dans une... du coup, Abside, ça doit être plutôt une grosse structure par rapport à d'autres, des équipes de 15-20. Est-ce que le fait qu'il y ait, du coup, vu que vous êtes plus gros, vous avez plus de variété dans les clients, est-ce que du coup, cette sensation de changer de projet ou cette sensation de nouveauté, on l'a plus facilement chez Abside? Bah, alors je suis chez Abside plus qu'une autre ESN, je sais pas. Après, voilà, ça sera complètement différent en interne, mais c'est hyper formateur, je trouve, de démarrer en ESN en tout cas. Ça permet vraiment de voir des sujets complètement différents, une stack technique complètement différente, des postes aussi potentiellement complètement différents dans sa carrière. Mais chez Abside, oui, il y a quand même il y a notre cœur de métier, donc qui va être effectivement assurance mutuelle, entre autres, à Tours. Après, voilà, ça peut être beaucoup plus large aussi, quoi. Et on n'est pas du tout fermé non plus à élargir les clients à côté. Parce que on parle de mutuelle, etc. C'est le cœur Abside Top, l'agence de Tours. Mais après, il y a 29 agences au niveau mondial. Donc, et du coup, les métiers sont complètement différents en fonction des clients locaux. Et c'est vrai qu'avec le Covid, là, il y a eu une facilitation du travail à distance qui devient possible. Et on a de plus en plus de demandes entre les agences. Est-ce que tu aurais un développeur qui connaît tel techno, qui sait faire tel genre de choses pour mon projet à distance? Et ça, je trouve ça très intéressant aussi parce que du coup, on peut aller faire de l'avionique, du retail. Enfin, on peut tout faire via ces projets. Ça, c'est quelque chose qui a changé avec le Covid dans le métier des ESN. Hein. Oui, clairement. Parce que il y a 5-6 ans, on parlait de nearshore, tu vois. Genre les commerciaux sont à Paris, l'équipe elle est à Tours, c'était du nearshore. C'est quelque chose que vous avez dû faire, parce que moi j'ai jamais vécu à Tours pour voir ça. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était assez idéalisé en fait, comme fonction de travailler, ça marche pas tant que ça si bien finalement à la fin de la journée. Et puis mettre un Mantis ou un Redmine ne résout pas le problème de communication, tu vois. C'est pas forcément le sujet. Je réfléchis parce que j'avais une question et tu m'as fait dévier, mais je vais y revenir. C'est quoi les industries qu'il y a à Tours en fait? C'est quoi les métiers dans lesquels un développeur peut travailler à Tours? On a dit qu'il y avait l'assurance et la mutuelle, il y en a plusieurs. Et est-ce qu'il y en a d'autres en fait? Surtout les télécoms aussi. Oui. On travaille beaucoup avec les télécoms. Après, nos clients historiques, ça va être sur ces secteurs-là, mais... Mais en dehors de Abside. Parce que tu vois, par exemple, à Lille, il y a beaucoup de retail. À Brest, il y a de l'hôtellerie. À Strasbourg, il y a de la défense. À Strasbourg, il y a du bancaire. Et à chaque fois, on a plusieurs en fait, des domaines. Donc, on a dit assurance mutuelle à Tours. Si des gens envisagent de s'installer à Tours et ne connaissent pas forcément, est-ce qu'il y a que de l'assurance mutuelle ou il y a d'autres domaines qui sont intéressants?
Alors, clairement, non, c'est assurance mutuelle et télécom un peu. Et puis après... Alors, j'arrive pas à le concrétiser, télécom, c'est quoi tu peux citer des clients ou pas? Ou c'est quel type de télécom? Il y a une branche, alors je sais pas où ils sont rendus parce que ça a été renommé et tout, mais c'était une filiale de Orange qui est à Tours-Nord. Ouais. Mais ces clients-là, c'est le cœur à Tours. Après, tu pourras faire d'autres métiers, mais ça voudra dire que ça sera du nearshore dans une agence d'un projet qui est ailleurs. Et du coup, le fait que maintenant vous ayez plus de contacts avec les autres agences, qu'il y ait le télétravail, est-ce que ça peut vous amener à avoir un projet qui est sur le centre de service de Tours, mais avec des collaborateurs qui ne sont pas dans l'agence de l'agence de Tours, qui sont sur d'autres agences? Ça, c'est quelque chose qui commence à arriver? Oui. C'est déjà arrivé en 2020 ou comment on est? Est-ce que c'est plutôt ponctuel ou est-ce que ça devient normal? Alors, ça reste encore un peu l'exception. Ouais. Hein, c'est vraiment ponctuel, mais de plus en plus, oui. Et est-ce que ça veut dire aussi que du coup, vous avez plus facilement accès à des experts dans l'ensemble du réseau? Oui. Et c'était pas forcément le cas avant, quoi. Alors, c'était pas forcément le cas avant, et ça fait partie de mon job de développer ce réseau d'experts entre toutes les agences. Donc, oui, on a de plus en plus accès à des experts. Est-ce qu'il y a un travail RH pour arriver à déjà nomenclaturer les compétences et à identifier les gens, à les rendre accessibles? J'imagine que vous devez avoir des équipements pour faire ça, non? Pour rendre accessible, c'est-à-dire? Si on cherche quelqu'un qui est expert sur SQL Server, comment on le trouve, quoi? Déjà, nous, on a de la chance parce que nos experts, ils sont quand même beaucoup à Tours. Pour le coup, à l'échelle du groupe, ils sont quand même beaucoup à Tours. Et c'est vraiment pas mentir. Après, donc, en fait, c'est eux aussi qui vont faire relais. Nous, quand on les connaît en direct, c'est facile à l'agence de se dire, OK, quand je rencontre quelqu'un en entretien, je vais dire, là, je vais te présenter Christophe parce que lui, voilà, ça, c'est son truc, en fait. C'est son kiff, il adore ça. Donc, c'est la bonne personne avec qui tu vas pouvoir échanger. Ça se fait hyper naturellement. Il y a des fois, j'ai pas forcément non plus la visibilité sur quelqu'un qui aura une compétence très pointue que nous, on va pas avoir sur nos agences, mais l'info passe très bien, quoi. Alors, de ce qu'on a alors, il n'y avait pas de solution magique, on n'en trouve toujours pas. Ouais. L'identification des compétences et surtout c'est le niveau de granularité des compétences que tu veux, c'est super compliqué quand tu travailles en plus avec des commerciaux qui n'ont pas la même vision que nous de la techno. Typiquement, je veux un Kubernetes ou un gars qui fait les schémas Helm ou un truc comme ça. C'est pas le même niveau de compétences qu'on va chercher. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre dans son CV? Comment est-ce qu'on va l'alimenter à côté? Ça, c'est très compliqué. Donc, on bosse encore beaucoup à la voix, enfin, via le chat de Teams. Et puis, on a essayé de développer un outil pour faire cette gestion de compétences, mais c'est pas encore complètement au point. Du coup, est-ce que vous avez des communautés de pratique? Alors, on commence à avoir des communautés de pratique aussi qui se développent. On a une communauté agile, entre autres. Et on a monté une académie pour la formation qui aménage des communautés aussi sur les thématiques. Mais ça reste encore le début. L'académie, c'est du contenu en ligne ou c'est un lieu ou c'est des gens? Alors, c'est tout ça. C'est un contenu en ligne, c'est notre plateforme pour la formation. Ouais. C'est aussi des gens, on a des experts en sciences cognitives pour l'apprentissage. D'accord. Et puis, on a aussi des lieux qui servent à faire alors, c'est des lieux, c'est des Teams pour faire des sessions live, par exemple, sur des technos ou des choses comme ça. Ok. C'est cool. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser ou une question que vous auriez aimé que je pose? Est-ce que vous voulez utiliser la fin du podcast pour une tribune? Ouais, non, c'est bon. Quel message vous voulez faire passer pour que les développeurs soient heureux? Ah oui, c'était ça la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un développeur heureux en 2022? C'est dur comme question. Moi, je dirais oser. Faut oser parce que de toute façon, on peut retourner en arrière et retrouver le même boulot qu'avant, vu comment est le marché en ce moment. Donc, si vous n'êtes pas content dans ce que vous faites, changez. Ok. Moi, ça me va. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup aux auditeurs d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Vous resterez pour la section commentaires sur YouTube. Il faudra répondre aux questions qu'on vous posera. Donc, si vous avez écouté le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, allez poser vos questions en commentaire sur la vidéo sur YouTube. Est-ce que c'était cool? C'était cool. Super. Vous allez voir quoi comme conférence après cet après-midi? Vous avez prévu d'en voir au moins ou pas?
Moi, je vais courir partout avec mon gilet vert. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Tu es présent sur le stand? Je suis présente au stand, ouais, si jamais quelqu'un passe. C'est pas du direct, hein. Ça ne marche pas, on peut pas les appeler à venir. Ok, merci beaucoup du coup aux gens qui écoutent le podcast. Pensez à répondre aux questions à l'enquête. Ça me permet de répondre aux questions de l'enquête We Love Devs. Le lien est en description. Ça nous permet de découvrir de nouvelles questions, d'approfondir des nouveaux sujets avec des intervenants. Parfois, ça nous donne des idées d'intervenants à aller voir. Donc merci beaucoup aux gens qui participent à l'enquête et pensez à y participer si vous ne l'avez pas fait encore. Passez une bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.